Mémoire de mon père, Guyane, séquence 2. Après une première séquence consacrée à ta vie à Cayenne entre 0 et 6 ans, voici venu le temps du déménagement, du 62 au 57 de la rue Arago. Nous débarquons dans cette nouvelle maison, papa, maman et 5 des enfants, dont, dans l'ordre, Josiane, Georges, moi-même, Eric, Christian et Marie-Diane, sans doute toutes petites. Cette maison nous abritera donc pendant presque une vingtaine d'années. Avec des va-et-vient, bien évidemment. Et nous l'apprécions d'autant plus que nous étions seuls, la seule famille de la maison, contrairement aux grandes familles au pluriel qui étaient au 62. Donc nous avions pour nous 2 étages, une grande cour, des balcons et une salle de jeu au rez-de-chaussée. Alors cette salle de jeu est restée dans nos souvenirs parce que on y faisait toutes sortes de choses, nous y recevions beaucoup d'amis, il y avait des balles qui étaient données de temps à autre, le samedi soir, et nous recevions beaucoup de copains dans la maison. Vous étiez. Votre famille seulement, il n'y avait pas d'autres familles comme dans la précédente maison? Non, on était la seule famille dans une maison de 2 étages. 2 étages plus la grande cour, plus une galerie et tout ça, tu vois. Alors, que dire de cette maison? Sinon que nous avons sans doute vécu le meilleur de notre jeunesse. Nous étions du reste la maison la plus fréquentée de Cayenne. La plus fréquentée. Il y avait toujours du monde. Toujours des jeunes, toujours des filles, des garçons. Le dimanche, après la messe, le lieu de rendez-vous, c'était notre maison. Même quand nous allions au cinéma, nous sortons du cinéma, on se dirigeait vers la maison qui était à côté justement du meilleur cinéma de Cayenne. C'était le seul cinéma de Cayenne ou il y en avait Non, d'autres? c'était pas le seul, mais il était à côté du plus grand cinéma de Cayenne, qui s'appelait, je n'ai plus le nom en tête. Notre maison était le point central de Cayenne. La preuve, c'est que, tristement, le jour où un de nos frères est mort, Christian, l'enterrement était exceptionnel dans la mesure où il y avait une file de gens qui allaient de la maison jusqu'à l'église, c'est-à-dire 500 mètres plus loin. Il y avait du monde qui occupait la rue de façon énorme. Il est mort à quel âge, Christian? Alors Christian devait avoir, j'ai pas l'année exacte, Christian il est mort 4 ou 5 ans après notre arrivée dans la maison. C'était un jeune adolescent. Je suis adolescent, alors la mort de Christian c'est assez triste parce que, est-ce qu'il faut la raconter, j'en sais rien, parce que Tu peux, si tu veux, si tu... c'était la première mort dans la famille. Notre frère Christian, c'était le début des vacances scolaires. Toute la matinée, il avait mis en ordre son vélo. Il avait réparé les chaînes qui étaient toutes dérouillées. Il avait gonflé les roues. Il a pris toute la journée à mettre le vélo d'aplomb. L'après-midi, il part à la plage avec ses collègues. Il y avait 6 ou 7 vélos. Et puis, c'est lui qui s'est fait faucher par un camion venu de l'arrière. Il est évident que notre tristesse était partagée par tout Cayenne, les enfants comme les adultes. 2 années plus tard, c'était un des nôtres qui mourait encore, très jeune, Robert, qui était né il y avait à peine 2 ans, et il était emporté par une méningite.
Alors cette méningite a fait jaser, a mis maman en colère parce que le médecin qui était responsable et que maman avait appelé la nuit quand les choses allaient gravement, elle l'avait supplié la nuit de venir voir ce qui se passe parce que le fils était en train de dépérir. Elle a eu une intuition comme ça et elle avait entièrement raison. Le médecin était à la fois docteur et maire de Cayenne. Il n'a trouvé à répondre que ceci: excusez-moi, je vais à la réunion de la mairie. Et il n'est pas venu. Il a dit: je viendrai demain matin, n'ayez pas peur, en chacun, ce n'est pas très grave. Demain matin, quand il est venu, Christian était mort dans la nuit. Je de te dire que maman l'a maudit, elle l'a poursuivi et tout. Mais la fin, c'était fait, c'était 2 mois. Bon, c'était les deux grands épisodes tristes de ton enfance. Ah, c'était très, très triste. Je sais pas, de mon enfance, mais pour toute la famille, je veux dire, même pour tout Cayenne. On ne peut pas s'imaginer le nombre de. Jamais un autre enterrement a glané, enfin a drainé plutôt, autant de gens. De la maison jusqu'à l'église, à 500 mètres. Celui de Christian comme celui de Robert, les deux enterrements? Pour le dire. Moins pour Robert, bien évidemment. T'es moins connu parce qu'il avait 2 ans. À partir du moment où il arrive quelque chose à la maison chez Ricard, ça concernait tout Cayenne. La maison chez Ricard, c'était le point central de la maison. Tout ce qui se passait, on le savait chez nous. De façon ou d'une autre, ça venait chez nous, on venait à la maison, on en discutait et tout. Quand un enfant était mort quelque part à Cayenne, du fait du rassemblement chez nous, on apprenait tout ce qui se passait à Cayenne d'une manière ou d'une autre. C'était un point central, la maison de Chirika à Cayenne? Vraiment un point central de la jeunesse. Hein. Alors il venait jouer au ping-pong, il venait jouer au tennis de table, il venait jouer, enfin au ping-pong, tennis de table, il venait jouer, on avait même, j'ai plus jamais revu ça, un basket foot, comme le baby-foot. Alors c'était papa qui avait pris cette initiative parce que depuis qu'il y a eu les 2 morts, surtout celle de Christian, il a dit qu'il ne faudrait plus que les enfants jouent dans la rue et tout. Pourtant qu'on avait eu des histoires avec les gendarmes pour ça. Et maman a dit c'est une bonne initiative. Et il a fait faire immédiatement par un menuisier, une table. Il faut voir, la table était belle, super. Il avait peaufiné la table. Et à partir de là, tous les jeunes guyanais de toutes les écoles venaient jouer au ping-pong le matin. On a même connu des jeunes qui étaient très bons au ping-pong et qui venaient dès le matin à 6 h du matin avec leur sandwich, parce qu'ils avaient dit à l'avance, c'était un jeune qui s'appelait Gracien, Étienne Gracien, mais très très doué, il était vraiment très. C'est tellement doué qu'un jour sont passés 2 anciens champions du monde, un certain Bergman et un japonais Fijo, comme ça, je ne sais pas tous les noms, qui était passé faire une exhibition. Et il a demandé donc si des jeunes pouvaient venir se confronter à eux. Mais ça les amusait parce qu'en fait ils avaient la balle, ils dominaient. Mais quand ils ont eu Gracien en phase 2, ils ont dit mais vous jouez au ping-pong pour la première fois, mais vous savez que vous êtes doué, si vous voulez faire une carrière, vous avez toutes les possibilités pour ça. L'autre pensait qu'on se moquait de lui, il n'a pas pris très au sérieux, mais le gars lui dit nous sommes sérieux. On a rarement vu lors de notre tournée des gens de votre niveau. Or, il a même demandé est-ce que vous avez un entraîneur? On t'a dit non, je ne suis pas entraîneur, je joue comme je peux, c'est tout. Mais c'était vraiment extraordinaire parce que il se passait toujours quelque chose chez nous. C'était le résultat de match, c'était les événements qui se passaient ailleurs, les événements qui étaient dans la presse ou qui allaient dans la presse, on était les premiers à les apprendre. Alors, autre chose, il y avait plusieurs choses. Dans cette maison-là, on apprenait tout ce qui se passait. Alors, une anecdote, je ne sais pas si je te l'ai dit la dernière fois, c'était, il y a dans la même rue François Arago, un peu plus loin que la nôtre, une maison qu'on a appelée sur le tard la maison des 32 coups de couteau. Alors, quand les gens arrivent en Guyane, ils disent pourquoi on appelle cette maison les 32 coups de couteau? Et ça, c'est resté dans ma mémoire pour 2 raisons. D'abord parce que j'étais curieux, j'étais déjà en classe, mais j'étais curieux, je veux savoir ce qui s'était passé réellement dans la maison.
j'ai appris que dans cette maison, quelques semaines avant, un homme avait tué sa maîtresse à 36 coups de couteau. À coups de couteau, mais il s'était acharné sur son... Donc il passait un procès au tribunal, et je me suis infiltré par la foule, alors que je n'ai pas le droit d'entrer, puisque j'étais gamin, j'étais mineur. Je me suis infiltré et j'ai assisté à tous les débats. Et pendant tous les débats, je regardais le gars, il s'appelait, je n'ai pas retenu le nom, bon, peu importe, je n'ai pas retenu son nom, mais en fait, je regardais le gars qu'on allait juger. Donc c'est bien 32 coups de couteau, parce que tu dis 32 coups de couteau, 36 ensuite. Oui, c'est 32. Hein, 32 coups de couteau. 32 coups de couteau. Ouais. Donc la maison s'appelait la maison 32 couteaux. La maison s'appelle maintenant la maison des 32 coups de couteau. Elle est située où exactement, cette maison? Toujours avec François Rago, D'accord. mais comme elle était un peu avant la main, elle devait être dans les 40 ou 42, tu vois, quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas si elle existe, on m'a dit la détruire, c'était ma vraie. Donc tu as assisté au procès. Mais c'était une vieille maison avec une grande cour aussi. Ouais. J'ai assisté au procès alors que je n'y avais pas droit. Si les policiers m'avaient vu, il était évident qu'ils m'auraient mis à la porte tout de suite. Et je faisais en sorte, je me mettais entre deux personnes pour qu'on ne vienne pas me chercher. J'avais peur qu'on vienne me tirer de là et que je ne puisse pas assister. Mais j'ai assisté à tout le procès. C'était par curiosité en fait? Ah oui, mais c'était vraiment une curiosité. Le monsieur, c'était un monsieur qui habitait dans la rue François Rago. Ça veut dire que la rue François Rago centralisait aussi un peu tout. Tous les événements passaient par la rue François Rago. Tu l'avais vu avant, cette personne-là, avant qu'elle commette son crime? Le monsieur, je l'avais vu, oui, il avait un vélo, il travaillait à la préfecture, ça je le savais, maman me l'avait dit aussi. Et puis j'entendais toujours pareil, chez maman, quand les dames sont venues, les dames de là-bas, les dames d'ailleurs, les amis de maman, elles ne parlaient que de ça pendant 4 ou 5 jours. Vous vous rendez compte, madame chacun, ceci s'est passé, monsieur Inter. Le nom va me venir parce qu'il trompe dans ma tête. D'accord. C'était un coup de folie ou c'était... Ah, c'était vraiment un coup de folie. Parce que, d'après ce que j'ai retenu, il avait appris que sa femme le trompait en fait. Pas sa femme, sa maîtresse, il n'était pas marié. Mais c'était un monsieur d'une famille bourgeoise. Alors que l'autre femme qui habitait à cette maison-là, c'était ce qu'on appelle une catin. Elle sortait avec lui, elle acceptait ses bijoux, elle acceptait ses cadeaux, son argent, mais elle le trompait ouvertement. Tout Caïn savait qu'elle le trompait, sauf lui. Et quand il a appris, il est venu demander des comptes, et puis lui, ça s'est mal passé. Elle a dû lui tenir tête, il l'a frappé, mais alors il s'est acharné sur la dame, on a compté exactement 36, 34 coups de couteau. 32. 32 coups de couteau. 32 coups de couteau. Et à plusieurs reprises, les juges répétaient, vous vous rendez compte, monsieur, vous savez ce que ça représente, 32 coups de couteau sur un être humain, mais déjà au deuxième coup de couteau, elle était morte. Après, qu'est-ce que c'est la folie. Mais il n'a pas dit un mot de tout le procès. Il était là, impassible, le visage ne bougeait pas, des fois, ça me fascinait. Vraiment, ça me fascinait, je dis, mais comment, après tout ce qu'il a commis, après tous les crimes qu'on est en train de faire connaître aux gens ici, il ne bronche pas, il ne dit pas un mot, mais il n'a pas bougé. En aucun moment il a dit j'ai soif, je veux rien, mais toujours à la même place. Impassible. Les deux mains devant comme ça, parce qu'il portait des chaînes. Et il faut voir, quand le procès était suspendu à plusieurs reprises, quand les gens sortaient du tribunal, j'avais l'impression que si c'était le tribunal qui crachait déjà, il y avait presque tout cahier là. Les gens étaient serrés, alors que c'était une très grande salle, la salle principale. Alors ça, c'était des événements qui se sont passés et qui m'ont marqué. Et je crois que c'est ça, je fais la liaison parce que c'est ça qui fait que maman a compris qu'il y a des choses qui se passaient en Guyane, comme ça souvent se passe ailleurs, et qui intéressent d'une manière ou d'une autre les enfants. Et c'est à partir de là, justement, c'est par hasard, qu'elle a commencé à nous raconter les événements qui se sont passés du temps de la colonie, du temps où elle était colonie. Il y a eu plusieurs événements politiques. Maman était très portée sur la politique, et pourtant elle était illettrée, mais elle pouvait te raconter tout ce qui s'était passé en te donnant les événements les uns après les autres à leur date précise. Et c'est elle, par exemple, qui nous a parlé de Galmo. Ça te dit quelque chose, Galmo? De nom, oui. On a même fait un film sur lui. Jean Galmo. Jean Galmo, voilà, Jean Galmo. Et j'ai même lu après 2 ou 3 livres de Galmo. Je me souviens d'une phrase de Galmo qui a fait la prison, bien sûr. Hein,
Où est-ce qu'on l'avait mis? Au bagne, au bagne. Mais c'était qui? C'était un Guyanais? C'était qui? Ah non, c'était un ancien préfet, qui était resté en Guyane après sa préfecture, parce qu'il avait pris parti pour les Guyanais. Et les Guyanais, politiquement, l'appelaient Papa Galmo. Mais il était aimé en Guyane comme pire que plus qu'un Guyanais. Pour eux, c'était quand le Guyanais s'appelait Papa Galmo, c'est que vraiment, il était considéré comme le plus grand des plus grands. Alors, il a eu beaucoup d'aventures politiques. Tout. Il a eu contre lui, bien sûr, tous les hommes politiques guyanais qui ne l'aimaient pas parce qu'il attirait trop les gens, plus que les gens étaient jaloux de lui. C'était un métropolitain. Ah oui, blanc, chez nous on dit un blanc. Du reste, il le traitait de bagnard dans ses bagnards. Tu vois, on le dévoyait exprès pour le faire baisser aux yeux. Mais plus il insultait, et plus les gens. Alors, il y a eu une journée Galmo, que maman nous raconte, à plusieurs reprises nous a raconté, en élargissant chaque fois. Et elle nous racontait qu'elle suivait la foule. Des gens qui étaient armés, ils avaient des sabres, ils avaient des couteaux, ils avaient des fourches et tout. Ils étaient armés parce qu'ils avaient appris qu'on avait décidé, on avait même payé, paraît-il, des gens pour supprimer Galmo. La foule venait de défendre. Voilà, les Guyanais disaient, soyons vigilants, il ne faut pas que Galmo meure. Si Galmo meurt, c'est tout le pays qui meurt. Et il se disait même, si Galmo meurt, on ira à la préfecture, on tuera tous les gens qui sont à la préfecture. Ils étaient vraiment décidés. Et au moment où suivait ces gens-là, étaient là, elle leur courait après, elle perdait ses sabots. Les gens lui ramenaient ses sabots pour les remettre au pied, et elle continuait à courir, elle disait que ses cheveux étaient tout ébouriffés, mais c'était tellement passionnant qu'elle ne s'en rendait pas compte. Elle disait même que si on ne lui avait pas ramené ses sabots, elle aurait continué à pied comme ça lui était comme une guerre. Il y avait une folie Galmo. Ah oui, vraiment une folie Galmo. Elle a suivi. Et elle a suivi à un moment. Elle est arrivée à un coin de rue où, manque de peau pour Galmo, il y avait moins de gens dans sa suite que de ceux qui arrivaient et qui étaient donc payés pour aller supprimer Galmo. Alors ils ont tenu Galmo, ils l'ont assis sur un trottoir et puis ils l'ont massacré. Ils l'ont tué. Ah oui, ils l'ont massacré. Les gens disent au secours. Mais il n'y a pas de micro, il n'y avait rien du tout. Ils appellent au secours. Le temps que les autres arrivent, ils étaient déjà morts par terre. Il y a des chansons du reste qu'on a fait par la suite. Ils ont tué Galmo. Ils ont pu attraper les meurtriers ensuite? Ils ont attrapé les meurtriers? Ah oui, ils en ont massacré. Tout ce qui tenait, ils les ont massacrés. Si bien que les autres essaient de fuir par la suite, mais il y en a quand même qui ont été pris et ils ont été tués aussi. Ils l'ont vengé d'une manière ou d'une autre. Tu vois, des péripéties comme ça, maintenant on connaissait des dizaines. Oui. Mais c'était des événements purement politiques, c'était la politique de foule, si tu veux. C'était vraiment des foules, et quand tu avais la foule contre toi, tu avais été là à te cacher tout à fait ailleurs. Du reste, il y en avait qui étaient un peu dans la situation de Galmo par la suite. Il paraît qu'il avait été mis à la prison, et donc des gens se sont rassemblés pour dire on va tuer un tel parce qu'il a fait du mal pour le pays. Alors ils se sont mis d'accord. Le lendemain, quand ils sont allés chercher, comme par hasard, la prison était vide. Alors, les gens ont toujours dit, maman le disait aussi, que c'était dans la nuit que les francs-maçons qui étaient avertis étaient venus le chercher, mais le gardien disait, mais ils n'ont vu arriver personne n'est venu, c'était fermé pendant toute la nuit, il n'y avait pas de lumière, c'était comment il a fait pour sortir. Alors tout le monde disait, c'était la magie, parce que les francs-maçons sont toujours... on a toujours accusé les francs-maçons de faire de la magie noire. De sorcellerie presque. C'est un peu ça. Et les gens, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas corrigé parce qu'on n'avait pas les moyens, ils ont dit qu'il est sorti de là par magie. Ils ont même traversé le mur. Les gardiens disaient, mais comment il peut passer? Les murs sont intacts, les portes sont intactes, ils sont fermés à clé, et pourtant, il a été sauvé de ça. Il faut voir, quand les gens étaient entrés dans la prison, les gardiens préféraient fuir, parce que sinon ils se seraient morts aussi. Des aventures comme ça arrivait énormément. Il y avait une violence quand même. Ah, très très violente. Tu sais, je me rappelle quand tu vois une ou deux personnes comme ça,
ils sont là, ils écumaient. La bave leur sentait parce qu'on sent qu'il se dit il faut qu'il tue quelqu'un aujourd'hui, sinon il serait très mal le soir. Mais il te le dit, mais il tue vraiment. Alors il tue le premier qui passe sur son passage, et pour peu qu'on dise ah, lui aussi c'est un de la confrérie, etc. Ils disent ah bon, mais t'as vu pour lui, ils n'ont pas dit se trouver là, il se précipite sur lui, puis en quelques coups de couteau, il l'assassine. Il n'y avait pas trop de force de l'ordre à l'époque pour corriger un peu tout ça? Sur le gendarmerie. La gendarmerie avait juste une jeep, une petite camionnette. Bien au contraire, tu sais, dans ces cas-là, les gendarmes restaient plutôt planqués chez eux. Ils disaient, moi je ne vais pas les risquer ma vie parce qu'ils sont armés. Ils ne sont pas armés hein, jusqu'à avoir des balles. Il y en avait des chasseurs et qui avaient leur fusil à balles. Et ils peuvent tirer à tout moment. Pour revenir sur après cette anecdote, sur la vie dans cette deuxième maison, en fait, comment ça se passait entre tes frères et toi, tes frères et sœurs? Quelle était l'ambiance en fait générale? Oui. En principe, chacun avait amené ses copains. J'avais mes petits copains, José avait ses copines filles, tu vois. Et José avait des copines de bonne famille parce que c'était des filles qui allaient chez les sœurs. Quand tu allais à l'école chez les sœurs, tu as une certaine tenue. Sinon, si les sœurs savent que tu as acquis une réputation douteuse, immédiatement, il faut savoir aux parents qu'on ne s'était plus. Tu étais toi-même chez les sœurs aussi, non? Ah oui, mais nous, pour les garçons, on ne pouvait rester, du reste les sœurs nous disaient souvent, on ne pouvait rester qu'à 7 ans. Au bout de 7 ans, il faudra que tu ailles ailleurs. D'accord. Alors, aller ailleurs, c'est aller. Alors, il y avait deux grandes écoles, un collège qui s'appelle le collège ça peut être un enfin, c'était le collège des jeunes, si tu veux. Mais en fait, jeune, c'était un euphémisme, parce que les enfants qui étaient là, c'était des voyous. 9 sur 10. Du reste, quand tu disais aux gens, je suis au petit collège, ils disaient, hein, il est au petit collège? Mais, parce que nous, par exemple, papa et maman ont mis un point d'honneur à ne jamais nous envoyer au petit collège. Quand les sœurs nous ont envoyés, on était directement au lycée. Et au lycée, c'est pour ça que j'étais obligé de faire des classes primaires pour héberger ceux qui ne voulaient pas amener leurs enfants au petit collège. J'ai souvent entendu dire que toi-même tu étais plutôt un peu solitaire, tu t'enfermais souvent dans ta chambre pour lire. Oui, ça c'est la vie à la maison. Je n'ai pas le même tempérament que les autres. Je crois que c'est pour ça que maman était très penchée sur moi, parce qu'elle était toujours persuadée que les autres me voulaient du mal et que je ne savais pas répondre à ce qu'on me faisait. Tu vois, je me rappelle assez souvent, quand j'étais de mauvaises humeurs, par exemple, pour une raison ou pour une autre, par exemple, qu'à un moment, je reviens de classe à 11h ou 11h30, j'arrive à la maison, le manger n'était pas prêt. J'étais donc sur les 3 premières marches de l'escalier, j'allais, je m'asseyais, je ne disais pas un mot, pas un mot. Mais maman comprenait bien. Alors elle venait de la cuisine et dit, ah oui, tu es en colère parce que le manger n'est pas prêt. Elle dit, mais si tu veux, il y a le poisson là, tu peux le faire toi-même. Je ne savais pas faire. Comment j'aurais pu faire? Mais elle disait ça parce que ça lui faisait mal de voir que j'étais en colère, le manger n'était toujours pas prêt. Elle avait toujours de gros problèmes avec le réchaud. On avait un grand réchaud où il y avait 3 feux, et ça marchait avec du pétrole. Alors c'est souvent, c'est moi qui allais avec du pétrole dans la petite lampe. Il y a des jours où ça ne marchait pas. Il y a des jours où tu mettais le pétrole et tu vois le pétrole qui coule tout le long du réchaud. C'est dangereux quand même. C'est dangereux d'abord parce que assez souvent maman mettait la allumette et l'allumette au lieu de prendre à l'intérieur, elle affamait le pétrole qui était en dessous et tout ce qui était sur le réchaud, je me dire que ça voltigeait. C'était super. Oui, en fait, ça, je m'en souviens très bien. Du reste, c'est simple. Georges et Josiane amenaient une dizaine ou une douzaine de copains de leur lycée ou de leur école de travail. Moi, j'en ai un ou deux ou tout ou trois, tout au plus. Les gars que j'ai amenés, c'est des gars qui jouaient au foot avec moi. C'est des gars qui étaient au cœur vaillant, tu vois, ça s'appelle le cœur vaillant. Il y avait le cœur vaillant et les louveteaux et les scouts. Il y avait 3. Mais moi, j'étais au cœur vaillant. Les autres sont allés chez les scouts, et les autres, tu vois, on n'allait pas au même endroit. On ne fréquentait pas les mêmes, on n'avait pas les mêmes camarades, mais on se connaissait quand même entre camarades, on était dans la même ville, on se connaissait. Et moi, par exemple, j'ai choisi le ping-pong, mais j'étais vraiment un fanatique du ping-pong. J'étais vraiment le deuxième joueur de billard, et encore,
il m'est arrivé, c'était l'exploit. Pour moi, l'exploit pour toute la famille, on a arrosé ça. Même pas parce que j'aurais venu arroser. J'avais battu le fameux Gracien qui était champion. Et que, mais ce gars, systématiquement, toutes les années, il était champion. Je suis arrivé à finale contre lui. Et tous les gens étaient là. Tu vas le battre, hein, tu vas le battre. Hein. Ça, il m'a dit, tu t'imagines l'événement que ça va être? Je l'ai battu. Bon, il était rouge de colère. Il s'est avancé avec moi, il dit, c'est pas possible, tu as triché. Il a dit, je remets en jeu toutes les bouteilles et l'argent. Si tu gagnes une seule partie, tu es champion. Je dis non, c'est fini. Il n'y a pas de tournoi, il n'y a plus de tournoi, le tournoi est terminé. Même le responsable du tournoi, il a dit, monsieur Gracien, calmez-vous, le tournoi est terminé. Moi, il est devenu rouge de colère. Rouge de colère. Il a vitupéré pendant un moment, et puis après, le lendemain, comme il avait envie de venir jouer à la maison, il est venu s'excuser, il m'a dit, excuse-moi, j'étais en colère, je ne me suis pas retenu, je suis désolé, et puis il m'a dit, c'est toi qui es champion. Hein. Après, il m'a dit, jusqu'à l'année prochaine. Je dis, ouais, ça donne quoi un petit peu en créole, ça quand c'est toi qui es champion, mais jusqu'à l'année prochaine. Donc, entre nous, on nous obligeait presque de ne pas parler créole. Qui vous obligeait Maman et papa n'étaient pas très contents parce qu'ils disaient, le créole, c'est la langue des voyous. À l'école, par exemple, au lycée où on était, on nous interdisait, même dans la cour, de parler créole. Mais ta maman et ton papa, ils parlaient créole entre eux? Ah, entre eux, oui. Parce que maman et papa sont nés dans des communes, à Yarakobo et autres. Mais pour l'honneur, si tu veux, tu vois, tu es en face de toi, une famille bourgeoise, il y avait une famille Cécilon, par exemple. C'était une famille bourgeoise, elle était riche. C'était monsieur qui donnait des coupes et des ballons. Il achetait toutes sortes de choses parce que c'était un fan de foot. Il organisait des tournois pour donner à la suite de l'argent, des ballons pour le club et tout. Tu vois. Et puis il était dans la tribune, c'est lui qui distribuait tout. Il s'appelle monsieur Cécilon. Et parmi ses enfants, il avait deux enfants, dont surtout Jean Cécilon. Du reste, le père s'appelait Jean Cécilon. Lui, il a pris le nom du père, Jean Cécilon. Il était aussi de ceux qui venaient constamment à la maison. Il était dès 6 h du matin. Maman n'était même pas réveillé parfois. Il venait frapper. Et moi, je disais, oula, ils sont déjà là. Elle dit, il faut que je descende parce qu'ils vont m'embêter. Elle descendait, elle ouvrait la pièce du bas. Et puis elle dit, installez-vous, faites comme chez vous. J'étais là, ils venaient avec leur sandwich, du reste. Ils s'asseyaient dans un coin de la salle, pour ne pas faire de bruit. Ils mangeaient leur sandwich. Et puis ils attendaient qu'on descende de là-haut. Moi, dès que j'entendais de là-haut, je dis, bon, ils sont là, je vais aller jouer. Maman disait, vous pouvez descendre, mais faites silence parce que votre papa dort. Mais il y avait quand même une bonne ambiance avec du monde qui allait venir. Et sur le fait qu'il fallait parler plutôt français que créole, c'est ça que tu disais? Ah, si on parlait créole, bon, il est évident qu'on parlait créole entre nous. Bon, on n'intervenait pas, elle disait rien, elle disait après tout, ce sont des enfants. Mais elle nous rappelait que, attention, quand vous parlez au lycée dans la cour, même dans la cour, on demande aux surveillants d'aller voir ceux qui parlent créole, de les signaler. Et il y avait des surveillants qui étaient des spots, tu vois. Ils disaient, dans la cour, on a vu un tel. Ouais. Alors, il était convoqué par le proviseur qui disait, nous vous rappelons quand même que c'est un collège qui appartient à l'administration française. Vous êtes des Français. La langue créole n'est pas connue. À l'examen, vous ne pouvez pas un créole. Il le disait mollement, mais de façon ferme quand même. C'était une mission d'État, ça? C'était l'État qui voulait que les Guyanais parlent plutôt français que créole, ou c'était les Guyanais eux-mêmes qui, pour se différencier d'autres Guyanais, préfèrent... Les deux. Le Guyanais bourgeois, il te disait, bon, il ne faut pas parler créole parce que nous ne sommes pas des voyous, hein, tu comprends? Il disait ça parce qu'il entendait ça à la maison. Le Guyanais petit bourgeois comme nous, si tu veux, il allait dans les rangs, il disait en créole, parlez langage maman, zot, bazot. Parlez la langue de votre mère, celle qu'elle vous a donnée depuis votre enfance. Et moi, c'est toujours ce langage que je suivi. J'étais toujours content quand il y en avait un grand de terminale et tout, qui venait nous dire ça. Parce que eux, ils étaient, tous ceux qui étaient en terminale, ils étaient contre l'établissement. Hein. Bourgeois, pas bourgeois. Hein. Ils disaient, mais ils se prennent pour qui? Nous sommes des Guyanais. Un Guyanais, ça parle Guyanais, ça parle créole. On ne nous impose pas de l'extérieur notre langue. Voilà, exactement.